parmi vous. C'est un très grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vais partager, dans quelques instants, je vais partager mon écran. Je vais vous présenter je vais vous faire une petite présentation que j'ai faite. Donc, j'espère que c'est compréhensible, tout ce que je vous présente. Euh, merci beaucoup pour cet accueil, Romain aussi. Donc, je vais maintenant partager mon écran. On va voir si ça fonctionne. J'espère que vous voyez mon écran. Voilà, ça fonctionne. Excellent. Juste, je vais me chercher un petit instrument pour vous faire des petits remarques ici et là. Donc, la présentation que je suis en train ou que je commence à vous donner, c'est la question si l'odorat est un instrument de dépistage pour la maladie de Parkinson. Et pendant cette présentation, la présentation est coupée en 5 parties. J'espère bien digérable. Je vais parler au début de l'anatomie du cerveau. Je suis professeur au département d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, il faut que je vous parle un petit peu de l'anatomie du cerveau. Après ça, je vais parler un petit peu du vieillissement du cerveau, le vieillissement normal, physiologique. Ensuite, je vais parler de la maladie de Parkinson. Peut-être je vous donne des informations que vous ne connaissez pas encore. Ensuite, je vais parler un petit peu de l'odorat et finalement, je vais parler de la question si l'odorat est un instrument de dépistage précoce pour la maladie de Parkinson. Voilà, c'est parti. Donc, on commence avec les différentes parties du cerveau. Donc, ici, vous voyez un cerveau complet. Évidemment, ce n'est pas un vrai cerveau, mais c'est un dessin. Et avec ce dessin, on peut voir un petit peu en profondeur des différentes structures qu'on peut retrouver dans le cerveau. Maintenant, vous n'êtes pas encore des anatomistes, mais vous êtes en train de le devenir. C'est que vous voyez vraiment sur le cerveau, qu'est-ce qu'on peut voir sont des circonvolutions qu'on appelle les gyries et des sillons qui sont ici, qui font en sorte qu'on peut augmenter la surface du cerveau pour faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de cellules grises qui se retrouvent à l'intérieur de notre boîte crânienne. Le système nerveux, c'est un tissu nerveux qui est répandu partout dans notre organisme, dans tous les organismes, mais surtout dans notre organisme qui nous intéresse. Et la fonction du système nerveux est de transmettre des signaux spécifiques qu'on appelle les influx nerveux entre des endroits précis du corps. Comme par exemple, si je me cogne mon orteil, il faut que l'information de l'orteil se rende à mon cerveau pour que je puisse être capable de réaliser que je me suis fait un bobo à mon orteil quand j'ai cogné contre la porte. Donc, c'est le système nerveux qui a cette fonction principalement, premièrement, de toute la surface de l'intérieur de notre corps pour que l'information puisse se rendre au cerveau, aussi de nos organes sensoriels, des yeux, des oreilles, du nez, vers le cerveau. Et finalement, aussi à l'intérieur du cerveau, les cellules communiquent entre eux avec cet influx nerveux, avec un signal électrique. Les composantes du cerveau ou du système nerveux central, il y a différentes composantes. Les plus importantes sont les neurones. Les neurones, on ne sait pas exactement combien de neurones nous avons, mais on estime qu'on a quelque chose entre 30 milliards et 100 milliards de neurones au début de la vie. Normalement, on ne peut pas, donc les neurones lesquels on a au début de notre vie, à la naissance, sont les neurones qu'on a aussi à la fin de nos jours. Donc, on ne peut pas avoir plus de neurones qui s'ajouteraient pendant notre vie, mais c'est plutôt qu'on peut les perdre en route. Donc, un petit nouveau-né, comme vous l'avez peut-être dernièrement vu, ou peut-être pas, parce que c'est plus difficile de voir nos familles, il a plus de neurones qu'un adolescent ou qu'un adulte ou qu'une personne plus âgée. On les perd en route. En plus, à côté des neurones, nous avons également les cellules gliales à l'intérieur de notre cerveau qui donnent un petit peu le soutien et l'architecture et le métabolisme qui nourrissent, si on veut, les neurones qui se retrouvent à l'intérieur de notre cerveau. Ce que vous voyez ici, cette image, c'est à peu près, c'est encore un graphique très beau. Ici, vous voyez un neurone, donc vous avez ici le corps cellulaire, et vous voyez que ce neurone est connecté avec d'autres neurones via ces dendrites. Ce sont des arborisations. Et ici, vous voyez
genre d'éclair, et c'est via cet éclair, ça représente l'influx nerveux, les signaux électriques qui voyagent d'un neurone vers la synapse et là sur l'autre neurone, et c'est comme ça que nous sommes capables de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous, comme ça nous sommes comprendre qu'est-ce qui se passe à notre orteil, et c'est comme ça que nous pouvons réfléchir et écouter des présentations comme celle que je viens de faire. Les neurones que nous avons à l'intérieur de notre cerveau ont des tailles et des formes très variées, mais ce qu'on retrouve toujours, c'est un corps cellulaire. Ici, vous voyez un corps cellulaire et vous voyez les différentes dendrites, donc c'est comme ces branches, puis il y a une branche qui s'appelle l'axone, et c'est via cet axone que ce neurone-ci va communiquer avec les autres neurones. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est une coupe d'un cerveau. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une coupe de notre laboratoire d'anatomie. Donc, c'est un cerveau qui a été à peu près coupé comme ça, une coupe coronale. Donc, évidemment, c'est une personne qui est décédée, qui a donné son corps à la recherche et à l'enseignement, comme nous l'avons beaucoup, un programme de don de corps à notre université. Et ce que nous avons, on a embaumé le corps, on a enlevé le cerveau, et maintenant, on a fait une coupe du cerveau à peu près comme ça. Et ce que vous pouvez voir, si vous regardez bien, on peut voir qu'à l'intérieur du cerveau, ce n'est pas une couleur uniforme, mais il y a des régions du cerveau qui sont un petit peu plus foncées, comme ici à la surface, à l'écorce du cerveau. Puis, on a des structures qui sont un petit peu plus claires, comme ici, c'est plutôt beige, ici, c'est plutôt gris, ici, c'est même blanc, on dirait. Donc, ça sont les différentes parties de notre cerveau qui forment une fois la matière grise, celle à la surface ici, et la matière blanche qui se retrouve plus en profondeur. Donc, les corps cellulaires des neurones se retrouvent dans la matière grise, donc forment la matière grise comme vous la voyez ici, qu'on retrouve donc dans l'écorce du cerveau, le cortex en bon latin, la moelle épinière qu'on ne voit pas sur cette image, et aussi dans les noyaux profonds, comme vous les voyez ici. Ça, ce n'est pas vraiment l'écorce, mais ce sont des noyaux profonds du cerveau. Donc, à cet endroit-ci, on trouve les corps cellulaires et les axones, donc les connexions entre les corps cellulaires, forment la matière blanche que vous voyez ici. Maintenant, vous êtes déjà des apprentis spécialistes du cerveau. Maintenant, on va regarder un petit peu le cerveau vieillissant un petit peu plus en détail. Donc, ce que vous voyez ici, à gauche et à droite, sont deux cerveaux, encore des cerveaux des personnes décédées qui ont donné leur corps à la science, et on a embaumé le corps. On a pu donc enlever le cerveau. Et ce que vous voyez à votre gauche, c'est le cerveau d'une personne adulte, décédée quand même, mais une personne adulte de à peu près 30-40 ans. Et à votre droite, vous voyez un cerveau d'une personne, une vieille personne, une personne de 80 ans. La différence que vous pouvez voir tout de suite, c'est assez frappant si on regarde ça, c'est que la surface du cerveau de la personne, de la jeune personne, et la surface est relativement lisse. Et par contre, ici, la surface du cerveau de la personne âgée est plus lisse, mais on voit vraiment que les sillons se sont élargis et les circonvolutions se sont rétrécies, si on veut. Et ça, c'est la perte des neurones qu'on a pendant notre vie qui cause ça. Donc là, dans ce cerveau de la personne âgée, il y a moins de neurones, et ça fait en sorte que s'il y a moins de neurones, tout le tissu s'est rétréci, et ça fait en sorte qu'on peut vraiment voir les sillons beaucoup mieux qu'on peut le voir dans le cerveau d'une personne plus jeune, et c'est encore mieux visible dans le cerveau d'une personne, d'un enfant. Maintenant, si nous regardons le cerveau, encore à gauche, vous voyez le cerveau d'une personne de 27 ans, à droite, le cerveau d'une personne de 87 ans. Maintenant, ça, ce n'est pas un vrai cerveau, mais ça sont des images, des imageries par résonance magnétique. Donc, ça, c'est une méthode qui nous permet de faire des photos du cerveau sans qu'on doit couper le corps. Donc, on peut faire ça aussi avec une personne vivante. Si vous regardez à votre gauche, on peut vraiment très bien encore voir la matière grise à la surface et la matière blanche plus en profondeur. On peut le voir aussi à droite dans le cerveau de la personne âgée, mais on peut voir que la matière grise, il y a beaucoup moins de matière grise, et il y a aussi des endroits où il n'y a plus de tissu. Aussi, ici en profondeur, on peut voir des ventricules qui sont des espaces qui sont remplis avec le liquide céphalorachidien
chez les personnes, chez tous. Mais vous voyez ici, c'est la jeune personne, cette ventricule, il est relativement petit. Et chez la personne âgée, les ventricules deviennent beaucoup, beaucoup plus grands. Donc là, vous voyez ce grand espace, et ça, c'est les résultats de la perte des neurones, la perte du tissu cérébral par l'âge. Donc, ici, vous voyez aussi que l'espace entre le cerveau et l'écran est très étroit. Ici, vous voyez dans la personne âgée que le réseau neuronal s'est rétréci, les espaces s'ouvrent et associé à ça sont des processus mentaux qui se ralentissent. Encore ici, vous voyez une autre image avec les ventricules, encore toujours la personne de 27 ans, ici la personne de 87 ans. Et là, vous voyez vraiment comment les ventricules qui contiennent le liquide céphalorachidien chez la jeune personne sont relativement petits. Et la personne beaucoup plus âgée, les ventricules deviennent très, très grands. Et les ventricules sont remplis juste avec du liquide, avec de l'eau pratiquement. Et ça fait en sorte, vous pouvez imaginer, que le reste du cerveau occupe moins d'espace parce qu'il y a moins de neurones dedans. Et ça explique pourquoi, quand on devient plus âgé, on ralentit et on a des fois des problèmes à se souvenir, même si on est en santé. Également, vous voyez ici une autre image du cerveau que c'est très facile à voir la différence entre matière grise et matière blanche. C'est très clair. Ici, c'est gris. Ici, c'est blanc. Chez la personne âgée, c'est difficile de faire la différence entre la matière grise et la matière blanche. Donc, c'est aussi à ce niveau-ci qu'on a des changements lorsqu'on vieillit. Ça ne veut pas dire que tout le monde perd toutes ses compétences lorsqu'on devient plus âgé. Ici, c'est un exemple de la professeure Brenda Milner, qui est née en 1918, donc elle a maintenant 102 ans. Là, je n'ai pas eu de nouvelles depuis le début de la pandémie d'elle. J'espère qu'elle va bien, mais l'année dernière, elle a fêté ses 101 ans et elle est toujours professeure à l'Université McGill. Elle fait toujours la recherche et c'est une drôle de coïncidence. Elle fait la recherche sur la mémoire. Elle a une très bonne mémoire et même à l'âge de 101 ans, son cerveau fonctionne encore très, très bien. Donc, c'est pas juste parce qu'on vieillit qu'on devient plus lent et on commence à oublier des choses, mais ça peut arriver, mais il y a aussi des exemples des personnes qu'on appelle en anglais les successful agers, donc des personnes qui vieillissent avec du succès, si je peux me permettre une traduction assez libre, qui sont un exemple des personnes qui n'ont pas des conséquences. Évidemment, elle n'est pas en très grande forme physiquement. Évidemment, elle est beaucoup plus lente. Évidemment, elle ne travaille plus avec la même vitesse qu'elle travaillait quand elle avait 40 ans ou 30 ans, mais c'est toujours possible. Maintenant, je vais parler un petit peu de la maladie de Parkinson. Vous avez sans doute euh, déjà entendu beaucoup parler de la maladie de Parkinson, donc peut-être je vais vous raconter des choses que vous connaissez déjà, mais sinon, tant mieux. Donc la maladie de Parkinson a été décrite pour la première fois en 1817 par un médecin anglais qui s'appelle James Parkinson. Et M. Parkinson a donc fait la première présentation de cette maladie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle la maladie de Parkinson parce que c'est la maladie que M. Parkinson a décrit, le docteur Parkinson, pour la première fois. Lui a décrit la maladie à l'époque comme un trouble essentiellement moteur, c'est-à-dire un problème avec la motricité qui a une évolution progressive, c'est-à-dire que c'est une maladie qui progresse, qui devient de pire en pire. Et ça, le monsieur Parkinson, le docteur Parkinson, il ne le savait pas en 1817, mais nous le savons aujourd'hui. Elle est caractérisée, cette maladie, par un dérèglement du système dopaminergique. Qu'est-ce que ça veut dire, le système dopaminergique? C'est le système qui fonctionne avec la dopamine. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit tantôt que les neurones, ils communiquent entre eux. Donc, il y a l'influx nerveux à l'intérieur d'un neurone, mais lorsque un neurone parle à un autre neurone, il fait ça avec des neurotransmetteurs, des substances chimiques qui sont relâchées par un neurone, qui sont reçues par le deuxième neurone et qui déclenchent une réaction dans le deuxième neurone. La réaction peut être soit l'excitation ou l'inhibition. Et on sait que les neurones
tous les neurones ont un seul neurotransmetteur ou chaque neurone a un neurotransmetteur spécifique et il y a des neurones qui ont comme neurotransmetteur la dopamine. Et dans la maladie de Parkinson, ce sont ces neurones-là qui ont comme neurotransmetteur la dopamine qui sont affectés par la maladie. On estime que la maladie de Parkinson affecte à peu près 1% des personnes à 60 ans et 4% des personnes à 80 ans. Donc, c'est une maladie neurodégénérative parce qu'il y a une dégénérescence de neurones. Et après la maladie d'Alzheimer, c'est la deuxième, la plus importante. Et vous pouvez imaginer, je n'ai pas à vous raconter, mais dans une société vieillissante comme la nôtre, évidemment, les maladies qui affectent surtout des personnes âgées deviennent de plus en plus importantes. Ce que vous voyez ici avec ce monsieur, les différentes postures du monsieur, c'est un petit peu la représentation de la maladie de Parkinson. Donc ici, le monsieur a une démarche normale, une démarche plus en santé et avec l'augmentation de la sévérité de la maladie, il y a un changement de sa posture, de sa démarche, et ça va arriver à la posture typique ou la démarche typique d'une personne affectée de la maladie de Parkinson. Le problème avec la maladie de Parkinson, ou un des problèmes avec la maladie de Parkinson, c'est que, comme je dis, c'est une maladie progressive, donc elle devient de pire en pire. C'est causé par le fait que les neurones sont dégénérés, donc ils meurent, et on ne peut pas créer de nouveaux neurones dans notre cerveau. Malheureusement, notre nature ne fonctionne pas. Et un autre problème, c'est aussi qu'il n'y a pas de thérapie aujourd'hui. Mais il y a des thérapies qui sont disponibles, mais sont seulement symptomatiques. Ces thérapies ne règlent rien au problème de base. Le problème de base, c'est que les neurones dopaminergiques en question sont morts. Et si on ne peut pas créer de nouveaux neurones, on ne peut pas régler le problème. Donc, une approche qui serait très importante, ce serait peut-être de retrouver très tôt dans le développement de la maladie des personnes qui vont développer cette neurodégénérescence plus tard. Et peut-être, si on est capable de les détecter très tôt dans la maladie, on pourrait peut-être pas arrêter complètement, mais au moins freiner le progrès de la maladie. Et ça va faire en sorte que peut-être à la place, si ça prend 10 à 15 ans de se développer, mais peut-être ça prendrait plutôt 35 à 40 ans. Et là, la personne peut vivre très longtemps et va décéder d'une autre cause avant que la dégénérescence se manifeste. Donc ça, c'est un petit peu le rêve que nous avons. Et je vais vous parler un petit peu d'une approche que nous utilisons pour peut-être arriver à ça. Donc, si je vous ai dit que c'est une dégénérescence de neurones dopaminergiques, ce ne sont pas toutes les neurones dopaminergiques tous les neurones dopaminergiques qui sont affectés, mais c'est plutôt les neurones des neurones dopaminergiques de la substance noire qui sont dégénérés. Ce que vous voyez ici, c'est une autre coupe du cerveau. En fait, ce n'est pas le cerveau, c'est le tronc cérébral. Donc, juste en dessous le cerveau qui en coupe ici. À votre gauche, vous voyez le tronc cérébral d'une personne en santé, mais en fait, elle n'est pas en santé parce qu'elle est décédée, mais d'une personne qui n'avait pas de problème à ce niveau-ci. À votre droite, vous voyez le tronc cérébral d'une personne qui a souffert de la maladie de Parkinson avant son décès. Et la grande différence, donc là, il y a différentes structures, et moi, je suis professeur d'anatomie, donc ça me fait un grand plaisir à faire apprendre à mes étudiants cette bosse ici, elle s'appelle comment, et ces nerfs ici, ils s'appellent comment, etc. Mais je ne vais pas faire ça avec vous. Mais si vous regardez la grande différence entre ces deux troncs cérébraux qu'on voit ici, la grande différence, c'est cette structure ici. Donc, cette ligne noire et cette ligne noire. Sur ce cerveau-ci, on ne voit presque pas cette ligne noire. Et ça, c'est la substance noire. Et là, les anatomistes, quand ils ont découvert ça, ils n'avaient pas beaucoup d'imagination. Ils ont dit que ça semble être une substance noire, donc on va lui donner le nom de la substance noire. Mais c'est exactement cette structure-ci. Elle est noire parce que les neurones, donc les cellules neuronales ici, sont foncées. Et ça sont les cellules dopaminergiques qu'on voit ici. Et lorsque ces cellules dégénèrent, meurent, mais on ne les voit plus. Donc ici, vous avez le cerveau d'une personne en santé avec la substance noire fonctionnelle, qui n'a pas de problème de la maladie de Parkinson. Et ici, vous voyez la même coupe,
mais avec d'une personne qui est décédée avec la maladie de Parkinson, et vous voyez qu'on ne peut plus voir ce neurone-là. Et c'est ça le problème, que la maladie de Parkinson, elle se manifeste quand la majorité des neurones est déjà dégénérée. Donc, même si à ce moment-là, on pourrait arrêter le progrès de la maladie, c'est déjà très tard ou trop tard parce qu'il y a déjà beaucoup de neurones qui sont dégénérés. En fait, la maladie de Parkinson a une progression qui est assez typique, donc dans différents stades. Et on appelle ces stades-là les stades 1, 2, 3. Et le premier stade que vous voyez ici, ça c'est le stade au début. Là, j'entends quelqu'un, peut-être vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est le premier stade, un stade préclinique. Et à ce stade-ci, il n'y a pas encore de problème moteur. Donc, ça, c'est le stade avant le diagnostic. À ce moment-là, on peut déjà avoir observé des troubles olfactifs et des troubles autonomes, comme par exemple des troubles de constipation, de digestion. Et ça, on ne sait pas pourquoi ces fonctions sont affectées le plus tôt, mais nous savons que c'est des premiers symptômes de la maladie des Parkinson, des symptômes précliniques, donc avant le diagnostic. Et ça, c'est intéressant parce que les structures affectées ici sont le bulbe olfactif qui joue un rôle dans le traitement olfactif et le nerf vague qui est connecté avec nos viscères. Et peut-être, ça on ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qui cause la maladie de Parkinson, mais peut-être l'agent qui cause la maladie de Parkinson, il rentre soit par le nez, soit par le système intestinal pour arriver à infecter d'une certaine façon le cerveau ou affecter. Dans le deuxième stade, et ça c'est le stade au moment où on a le diagnostic clinique, à ce moment-ci, on a des troubles moteurs, les troubles de sommeil, et vous voyez ici les structures affectées. Maintenant, on va vraiment aller vers le tronc cérébral ici, et on va à ce moment-là avoir la dégénérescence des neurones du, 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 de la substance noire dans le tronc cérébral. Et ensuite, la dégénérescence continue. Et vous voyez ici, dans ce troisième stade, il y a vraiment une dégénérescence partout dans le cerveau. Et c'est à ce moment-ci que les personnes affectées vont souffrir pas seulement de troubles moteurs et de sommeil, pas seulement de troubles autonomes et de digestion olfactifs, mais aussi des troubles cognitifs, donc à montrer une démence et des troubles émotionnels, typiquement une dépression qu'on voit très souvent avec des personnes avec la maladie de Parkinson. Maintenant, ça, c'est de façon générale le progrès. Ça se peut que dans un patient, on a plus de troubles moteurs et très tôt, des troubles émotionnels, et chez un autre, ça arrive plus tard. Mais de façon générale, c'est ça le progrès de la maladie. Maintenant, on arrive à l'odorat. Donc, moi, je suis un spécialiste de l'odorat. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment l'odorat fonctionne. Donc, premièrement, là, j'ai une belle tasse d'été sur la photo, puis je me suis préparé une tasse d'été que je vais prendre une petite gorgée maintenant. Et je vous invite aussi de bien vous hydrater. Donc, nous pouvons probablement distinguer des milliards d'odeurs différentes. Nous, si je parle d'une personne qui a un odorat normal, donc les substances olfactives sortent, par exemple, de ma tisane que j'ai ici à la cannelle au gingembre, ils vont rentrer dans mon nez avec l'air inspiré, vont s'attacher à des neurones spécialisés dans mon nez, vont créer un flux nerveux et cet influx nerveux va être transporté au cerveau. Donc ici, vous avez une coupe, un coupe du crâne, c'est que vous voyez ici, ça c'est le nez, là vous voyez la narine, et c'est qu'on peut voir ici qu'à l'intérieur de notre cavité nasale, à l'intérieur de notre fosse nasale, il y a quand même beaucoup d'espace. Si on était capable de mettre notre doigt au travers de la narine, on aurait beaucoup d'espace ici à l'intérieur de la fosse nasale. Mais évidemment, on ne le fait pas parce qu'on a appris de ne pas mettre des doigts dans le nez. Une fois qu'on est à l'intérieur de la fosse nasale, c'est que vous voyez ici dans la partie supérieure, ces structures en jaune ici, qui dans la vraie vie ne sont pas en jaune, on ne les voit pas si je regarde dans le nez avec un endoscope. Ça sont les différentes fibres des cellules qui sont ici dans la partie supérieure du nez, des cellules olfactives qui vont envoyer un flux nerveux vers le bulbe olfactif, qui est cette structure ici, la première structure du
du cerveau qui reçoit l'information olfactive. Si on regarde ça plus en détail, ici un petit peu plus élargi, vous voyez ici que ces fibres ici croisent au travers, passent au travers l'os ici. Donc ça, c'est l'os qui sépare la fosse nasale de la boîte crânienne ici, et les fibres passent au travers. Et si on regarde ça si on a juste l'écran devant nous, on voit un os avec plein de trous dedans, plein de trous parce qu'il y a plein de nerfs qui passent au travers. Ça a l'air comme criblé par des petites balles, et c'est pour ça qu'on appelle ça la lame criblée dans l'os ethmoïde. Donc, l'os ethmoïde, c'est l'os ici avec la lame criblée que nous avons ici. Ce qui est très important, si on regarde l'odorat, c'est que lorsque on sent des odeurs, comme je viens de le faire avec ma tisane, je le sens devant moi, il y a normalement, lorsqu'on pense odorat, on pense à une source d'odeur qui est quelque part à l'espace, à l'extérieur de notre corps. Et disons, ça peut être des fleurs, ça peut être une crotte de chien, ça peut être le rôti dans le four. Mais là, il y a des molécules qui partent de cette source d'odeur et rentrent dans mon nez avec l'air inspiré. L'air, elle va vers le poumon, mais une partie des molécules vont se joindre à l'épithélium olfactif ici dans la partie supérieure et vont évoquer une perception d'odeur. Ça, on appelle ça l'olfaction orthonasale et c'est important, mais c'est peut-être pas la fonction la plus importante de l'odorat parce qu'il y a une deuxième voie d'accès qui peut-être est encore plus importante. Et ça, c'est la voie rétronasale. On appelle ça aussi la rétro-olfaction ou l'olfaction rétronasale. Dans ce cas, c'est lorsque nous avons quelque chose dans la bouche, typiquement des aliments ou des boissons, on ferme la bouche, évidemment, parce qu'on a appris de fermer la bouche lorsqu'on a la nourriture dans la bouche, mais les molécules peuvent encore sortir de cette source, mais vont rentrer dans la cavité, dans la fosse nasale, mais via la porte arrière, via le pharynx. Et ça, c'est une voie d'accès qui est très importante parce que c'est ça qui nous permet de distinguer une pomme d'un ananas, parce que les deux sont sucrés et les deux sont acides, et c'est le sucré, l'acidité, l'amertume, les salés qu'on peut percevoir avec la langue, mais toutes les différences plus fines, comme la différence entre une pomme et un ananas, ça, on le fait via l'odorat. Donc, une personne qui va perdre l'odorat va pas seulement perdre donc la perception des odeurs qui rentrent par cette voie-ci, mais vont également perdre la perception des flaveurs qui viennent dans la bouche. C'est-à-dire, la personne va se plaindre que ça goûte plus bien. Okay? Ou plus, ça goûte le carton, ou ça goûte, oui, sucré, acide, mais pas les différences plus fines. Quelles sont les différentes fonctions de l'odorat? Mais l'odorat joue ici trois grandes fonctions. Premièrement, un rôle d'avertissement. Par exemple, on sent la fumée, on sent les gaz, on sent les aliments périmés. Ça, évidemment, ça fonctionne via l'odorat et c'est très, très important. Un deuxième point, c'est la nutrition, c'est-à-dire pas seulement, on perçoit avec l'odorat qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Est-ce que quelque chose est bon ou plus bon, comme ce toast ici, évidemment, on ne la mangerait pas parce qu'elle est complètement moisie. Mais si je ne le vois pas, je le sentirai, soit avec l'olfaction orthonasale ou une fois que je l'ai dans la bouche, je le perçois aussi. Et finalement, l'odorat joue aussi un rôle dans la communication sociale. Il y a beaucoup de recherches sur la question, mais juste quelques exemples on est capable via l'odorat à reconnaître qui sont les membres de notre famille, qui sont des étrangers, des partenaires intimes, on les perçoit via l'odeur aussi. On est capable d'évoquer plus de peur dans d'autres personnes si on a peur nous-mêmes et ça passe par notre odeur corporelle, etc. Donc, vous voyez que l'odorat a vraiment plein de fonctions différentes. Et maintenant, une personne qui perd l'odorat a une problématique sur tous ces niveaux-là que je viens de mentionner. Maintenant, je vous ai dit que les personnes avec la maladie de Parkinson ont un trouble de l'odorat et le trouble de l'odorat précède les autres symptômes de beaucoup de temps. Donc, ça serait intéressant si on pouvait utiliser ça pour faire un dépistage précoce. Mais il y a un petit problème avec tout ça. Et le problème, c'est que le trouble de l'odorat est très répandu, très commun. On estime qu'à peu près 20% de la population ont un trouble de l'odorat. Et c'est très important ici à retenir que ce n'est pas le trouble de l'odorat qui cause la maladie de Parkinson.
Donc, la grande majorité des gens qui ont un trouble de l'odorat ne vont jamais avoir la maladie de Parkinson. Mais si on veut utiliser le test de l'odorat pour faire un dépistage précoce, mais à ce moment-là, il faudrait avoir vraiment une mesure plus spécifique parce que je ne peux pas dire à 20% de la population, vous allez peut-être avoir la maladie de Parkinson. Quels sont les différents types de maladies, de troubles de l'odorat? Mais on peut avoir ce qu'on appelle une anosmie, qui est une perte complète de l'odorat. On peut avoir une hyposmie. Ça, c'est une perte partielle de l'odorat, c'est-à-dire je peux toujours sentir des choses, mais seulement lorsqu'elles sont très fortes, très concentrées. Il y a des parosmies. Ça, c'est une perception olfactive, mais qualitativement altérée, c'est-à-dire ce sont des personnes qui disent la vanille, ça sent plus la vanille, ça sent maintenant le caoutchouc brûlé. Et tout ce qui goûtait la vanille, ça goûte maintenant le caoutchouc brûlé. Vous pouvez imaginer que la parosmie peut être très, très dérangeant. Il y a différentes. Quelles sont les causes d'un trouble de l'odorat? 20% de la population sont affectés. Qu'est-ce qui cause le trouble de l'odorat chez eux? Il y a différentes causes. Il peut y avoir des traumatismes crânio-cérébraux, des commotions, par exemple. Il peut y avoir des infections virales comme la COVID, on en parle beaucoup maintenant, qu'un des symptômes les plus précoces aussi de la COVID, c'est une perte de l'odorat. Beaucoup de monde avec des sinusites chroniques, des rhinosinusites chroniques, ont une inflammation de la muqueuse nasale et vont avoir un trouble de l'odorat. Et entre autres, aussi les maladies neurodégénératives qui causent un trouble de l'odorat. Mais aussi la maladie d'Alzheimer est associée à un trouble de l'odorat. Donc, si on veut utiliser l'odorat pour faire un dépistage précoce, mais il faut avoir une mesure plus spécifique. Donc, on arrive maintenant à la cinquième et dernière partie de ma présentation où je me pose la question, est-ce qu'on peut utiliser l'odorat pour dépister la maladie de Parkinson? Donc, je vous ai dit que la maladie de Parkinson est très souvent associée à un trouble de l'odorat. Donc, le trouble de l'odorat est visible à peu près chez 90 à 95% des patients avec un Parkinson. Le problème, c'est qu'il est très peu spécifique pour la maladie de Parkinson. On peut perdre l'odorat pour plein d'autres raisons. Donc, ici, vous voyez un petit peu de façon schématique comment on imagine qu'est-ce qui arrive. Donc, ce que vous voyez ici en vert, ça, c'est une personne, c'est la fonction motrice d'une personne qui a la maladie de Parkinson. Donc, vous voyez ici, à 55 ans, il commence à avoir des problèmes moteurs, mais ça prend quand même quelques années avant et ça ici, c'est la ligne noire, avant que la maladie de Parkinson est diagnostiquée. Et une fois que le diagnostic a été fait, la fonction motrice va encore se détériorer. Ce que vous voyez en rouge ou orange, c'est la fonction olfactive. Et vous voyez que la fonction olfactive, elle commence à se réduire bien avant, 10 à 15 ans avant le problème moteur. Donc, ça, c'est intéressant parce que là, on peut vraiment, en théorie, dépister et reconnaître et détecter la maladie de Parkinson beaucoup plus tôt. Hein, vous voyez ici. Et c'est aussi intéressant qu'une fois le diagnostic est fait, là, normalement, le trouble de l'odorat est quand même déjà très prononcé et ne va pas plus beaucoup s'empirer, se détériorer plus tard. Donc, je vais vous montrer une étude à laquelle j'ai participé il y a déjà quelques années, en 2004, quand j'étais encore en Allemagne. J'ai travaillé dans une clinique, clinique universitaire en ORL où on s'occupait des patients qui ont perdu l'odorat. Donc là, il y avait 30 patients avec ce qu'on appelle un trouble de l'odorat idiopathique, c'est-à-dire c'est un trouble de l'odorat où on ne trouve pas la cause, c'est-à-dire ils ne se sont pas cognés la tête, il n'y avait pas de sinusite chronique, il n'y avait pas d'infection virale, on pouvait tout exclure ça. Donc là, si on ne trouve pas d'autres causes, on appelle ça un trouble de l'odorat idiopathique. Donc on avait 30 patients. On a fait une évaluation neurologique des bases et là, il y avait dans 0 de ces 30%, il y avait quelque chose de neurologique qu'on pouvait observer. Ensuite, on est allé voir plus en profondeur avec un neurologue spécialisé sur des troubles moteurs. Et là, on a vu quand même dans 4 de ces 30 patients des valeurs qui étaient limite pathologiques, mais qui n'étaient pas encore pathologiques. Donc, on a pris ces 30 patients qui, je le répète, avaient un trouble de l'odorat causé par
on ne sait pas quoi, mais qui n'avaient pas de particularités neurologiques. Et on a fait faire une échographie du tronc cérébral. Avec l'échographie du tronc cérébral, c'est une mesure qu'on met ici, à la tempe, ici, puis on peut voir le tronc cérébral. Et avec cette mesure, on peut voir s'il y a des changements dans le tronc cérébral. Et dans 11 de ces 30 patients, on a trouvé des valeurs qui étaient encore pathologiques ou pas dans la norme, disons ça comme ça. Donc, 11 patients. Et ensuite, on a pris ces 11 patients, on les a invités de faire un autre examen. Il y a juste 10 qui sont revenus, les autres ne voulaient pas savoir. Puis on a fait une imagerie plus poussée de la substance noire. Et des 10 patients qui ont participé, on a trouvé 5 qui avaient des changements au niveau de la substance noire. Donc là, on est parti des 30 patients qui se sont pointés chez un médecin ORL parce qu'il y avait un problème avec leur odorat, mais on a retrouvé 5 patients qui avaient des changements au niveau du tronc cérébral, qui avaient des changements au niveau de la substance noire et qui, en théorie, pourraient être des cas très précoces de la maladie de Parkinson. Donc, vous voyez quand même que c'est 30 et on arrive à 5 et peut-être il y avait 25 qui étaient inquiets par tout ça. Donc, mais vous voyez un petit peu l'idée dans laquelle on aimerait avancer parce que ces 5 patients-là, maintenant, on pourrait commencer à tester des médicaments pour ralentir ou freiner le progrès de la maladie. Maintenant, le problème que nous avons, c'est toujours que, comme j'ai dit, on peut perdre l'odorat pour plein d'autres raisons. Et les travaux dans mon laboratoire, où j'ai eu un soutien généreux de Parkinson Québec et aussi maintenant de Parkinson Canada depuis 3 semaines, je sais ça, c'est que nous voulons trouver un profil d'atteinte chimiosensorielle qui serait vraiment spécifique à la maladie de Parkinson. Et pour ce faire, on fait la recherche, on prend des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson, on les compare à d'autres personnes du même groupe d'âge, du même sexe, qui sont en santé, et on les compare finalement à un troisième groupe qui sont des personnes encore du même sexe, du même groupe d'âge, mais qui ont un trouble de l'odorat. Mais le trouble de l'odorat qui est causé par quelque chose que nous savons, par une infection virale typiquement ou par une rhinosinusite chronique. Et ce que vous voyez ici sur l'image à votre gauche, on a regardé leur capacité olfactive, c'est-à-dire on les a fait faire différents tests de l'odorat, identifier des odeurs, discriminer des odeurs, le seuil de détection, etc. Et ce que vous voyez ici, en gris, c'est le résultat des personnes en santé. En noir, c'est le résultat des personnes avec la maladie de Parkinson. Et en mauve, c'est les personnes qui ont un trouble de l'odorat. Et vous voyez exactement ce que je viens de raconter, que les deux sont beaucoup pires que les personnes en santé, mais on ne peut pas faire une distinction entre les personnes qui ont perdu l'odorat suite à la maladie de Parkinson ou dans le cadre de la maladie de Parkinson et les personnes qui ont perdu l'odorat suite à un autre événement. Et c'est que, donc, là, ça, c'est la problématique que nous avons. Donc là, avec mon étudiante au doctorat, Cécilia Tremblay, qui est en train de terminer son doctorat et qui a également eu un soutien de Parkinson Québec, on est allé voir le système trigéminal. Le système trigéminal, c'est un troisième système chimiosensoriel à côté de l'odorat et du goût. Et c'est le système qui nous permet de sentir la fraîcheur de la menthe. C'est le système qui nous permet de sentir la cannelle, un petit peu brûlant, piquant de la cannelle ou des piments forts. Donc ça, c'est un autre système chimiosensoriel. Et nous avons fait des tests avec nos 3 groupes de participants. Et ce que vous voyez ici, c'est le résultat des contrôles des gens en santé. Ici, vous voyez les résultats des personnes qui ont perdu l'odorat. Et ça, c'est un phénomène que nous savons, que connaissions déjà, que si on perd l'odorat, on perd aussi la sensibilité de ça. Mais, et ça, c'est la particularité, et ça, c'est vraiment le point de départ de toutes nos études, que les personnes avec la maladie de Parkinson n'ont pas cette réduction ici, mais sont plutôt égaux ou même plus sensibles que les personnes en santé. Donc, si maintenant on combine ces 2 mesures ici, donc mesure de l'odorat avec la mesure du système trigéminal, mais là, on a peut-être maintenant vraiment cette
profil d'atteinte qui est spécifique pour la maladie de Parkinson. Et ça va être très intéressant d'investiguer ça davantage. Maintenant, les prochaines étapes, c'est les études que nous avons faites à date, on s'est concentré sur des personnes qui ont déjà eu le diagnostic de la maladie de Parkinson, donc qui ont déjà eu la dégénérescence. Et ça, c'est intéressant, mais ça ne nous permet pas d'aller plus loin parce que c'est déjà trop tard, la dégénérescence c'est déjà là, le problème moteur est déjà bien établi, les neurones dopaminergiques sont déjà dégénérés. Mais ce que nous voulons faire dans les prochaines étapes, c'est par exemple d'aller voir chez les personnes qui sont à haut risque de développer la maladie de Parkinson, si on trouve ce profil, et si oui, si on trouve ce profil, si la présence du profil est associée à une probabilité de conversion vers la dégénérescence du type de Parkinson plus élevée. Et là, on va examiner des personnes. Ici, vous voyez une petite vidéo d'une personne qui a un trouble du comportement du sommeil paradoxal. Mais là, vous dites, mais c'est quoi ça, sommeil? Hein? Je vous ai dit que dans la maladie de Parkinson, très tôt dans le développement, il y a des problèmes de sommeil. Il y a des personnes qui, comme premier symptôme, ont des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dont je parle, c'est un trouble qui a lieu pendant le sommeil paradoxal. Vous savez ça, nous avons différents, peut-être vous ne le savez pas, alors je vais vous le raconter. Nous avons différents stades de sommeil. Lorsqu'on s'endort et on est dans le stade 1, puis après ça, on a un sommeil plus profond. Et à un moment donné, on fait des rêves. Lorsqu'on fait des rêves, on bouge les yeux. Hein, et donc, c'est pour ça que ça s'appelle le sommeil paradoxal, parce qu'on bouge les yeux, même si les yeux sont fermés, les yeux bougent en dessous, les yeux fermés, et on fait des rêves. Normalement, quand on rêve, notre corps est paralysé, sauf les yeux. Les yeux bougent, mais le reste du corps est paralysé. Mais il y a des patients, il y a une certaine population qui a des problèmes et qui, pendant leur sommeil, ne sont pas paralysés. Donc, qu'est-ce qui arrive? Et vous voyez ici, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, une personne ici qui, je ne sais pas si ça recommence, qui a ce problème-là. Et vous voyez la personne, elle rêve, elle dort, mais elle dort, vous voyez, elle donne des coups de pied, des coups de poing, parce que le patient ici, il rêve d'être dans une bataille, dans un combat. Mais on peut rêver plein de choses différentes, mais vous pouvez imaginer si vous êtes le partenaire de ce monsieur, vous êtes à côté, puis lui, il rêve d'être dans un combat, mais il donne des coups de poing, des coups de pied à son partenaire, à sa partenaire à côté. Et vous pouvez imaginer que c'est problématique et madame va dire, écoute, ça ne va pas bien, va voir ton médecin. Le médecin va dire, il faut que vous allez dans une clinique de sommeil. Et là, on peut faire ce diagnostic de allô? Ouais, je vais juste arrêter ici le son. Donc là, vous pouvez imaginer que c'est problématique, mais les gens qui souffrent de ça, ça peut être les premiers symptômes d'une dégénérescence du type de Parkinson. Donc, ces personnes-là sont, pas tout le monde, mais sont à très haut risque de développer la maladie de Parkinson. Et notre idée maintenant, c'est d'aller voir si on trouve ce profil dont j'ai parlé avant chez ces personnes-là. Donc là, on a un problème de sommeil, un problème d'odorat et l'atteinte, le profil spécifique. Si on prend tous ces trois marqueurs ensemble, est-ce qu'on est capable de détecter qui est à très haut risque? Mais pour ça, il faut suivre dans le temps les patients. Donc, on veut savoir est-ce que le profil a une valeur prédictive. Donc, ça sont les étapes prochaines dans lesquelles on embarque. Donc, pour faire un sommaire, la maladie de Parkinson affecte à peu près 1% des personnes de 60 ans et plus, et c'est encore plus élevé chez les personnes plus âgées. La grande majorité, 90 à 95% des patients avec la maladie de Parkinson souffrent aussi d'un trouble de l'odorat. Un jour, on pourrait, et c'est ça notre travail, on pourrait utiliser des tests de l'odorat pour faire un dépistage précoce pour la maladie de Parkinson. Mais le problème à date, c'est encore que ce n'est pas spécifique. On peut perdre l'odorat pour plein d'autres raisons. Donc, il faut vraiment trouver cette atteinte spécifique. Et notre équipe travaille à trouver un profil olfactif ou d'atteinte spécifique à la maladie de Parkinson. On veut appliquer ça chez les gens à risque et ça, à un moment donné, va peut-être nous permettre de faire le diagnostic très tôt, même peut-être avant les autres symptômes moteurs.
Donc là, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Je remercie évidemment Parkinson Québec pour le soutien que nous recevons, qui est énormément important pour nous permettre de faire la recherche que nous faisons. J'aimerais aussi remercier les autres organismes subventionnaires desquels nous recevons un soutien qui est vraiment encore très, très apprécié. Et ici, vous voyez mon équipe. Ça, c'est une vieille photo parce que vous allez dire, mais voyons, il n'y a que des femmes. Donc là, je me suis forcé, puis j'ai aussi 3 étudiants masculins qui travaillent maintenant avec moi. Donc voilà, c'est évidemment mon équipe. Et ici, vous voyez Cécilia Tremblay qui a vraiment travaillé beaucoup, qui va soutenir sa thèse de doctorat peut-être avant Noël, on espère bien, qui a vraiment travaillé beaucoup, mais qui malheureusement va quitter mon laboratoire. Puis donc là, je suis en train de recruter d'autres étudiants pour continuer cette recherche. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Krasnelli. C'est vraiment passionnant. J'ai quelques questions à vous poser avant de donner le micro à la salle. Est-ce que vous pourriez répéter en fait à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pourquoi le diagnostic précoce est si important et quelle promesse ça donne pour les gens qui ont la maladie et quelle promesse ça peut donner à tous ceux qui potentiellement pourraient l'avoir plus tard? Oui. Donc, promesse, c'est toujours difficile de faire des promesses, mais l'idée que nous avons, je vous ai expliqué que la maladie de Parkinson, le diagnostic s'est fait relativement tard dans la dégénérescence des neurones. C'est-à-dire, la maladie se manifeste cliniquement lorsque 60 ou plus des neurones dopaminergiques sont dégénérés. Et là, c'est trop tard pour faire une intervention curative. Donc, l'idée, c'est de, si on est capable de remarquer ça beaucoup plus tôt, disons, il y a peut-être juste 5 à 10 de neurones qui sont affectés. Et si on est capable, vous voyez qu'il y a beaucoup de si on est capable de trouver une thérapie qui nous permet de freiner le progrès de la maladie, on pourrait peut-être s'arrêter à 30 des dégénérescences. Et ça, ça serait très prometteur parce que là, on ne va plus avoir les troubles moteurs et on peut s'arrêter avant. Évidemment, ce n'est pas une promesse, mais ça, c'est l'idée à plus long terme où on aimerait arriver. Les thérapies, ce n'est pas nous qui nous les développons parce que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon expertise, mais c'est pour ça que c'est important de travailler ensemble, tous les différents domaines de la recherche ensemble. D'accord. J'ai une question vraiment très pratico-pratique. Les gens qui ont la maladie de Parkinson, c'est quoi les odeurs qu'ils ne sentent pas et c'est quoi les odeurs qu'ils sentent le plus? Oui, donc c'est très important. Il va probablement avoir beaucoup de personnes avec la maladie ou des proches des personnes avec la maladie de Parkinson ici parmi nous aujourd'hui. Donc peut-être vous avez remarqué que c'est surtout lorsque vous mangez que votre goût a changé. Mais comme je viens de l'expliquer, ce n'est pas nécessairement le goût, mais c'est plutôt l'odorat qui a changé. Il y a des études, il y a une étude il y a quelques années qui a dit que c'est l'odeur des pizzas qui serait la première odeur affectée, mais d'autres études ultérieures ont montré que ce n'est pas l'odeur des pizzas, mais c'est plutôt c'est vraiment généralisé. Donc, c'est une atteinte généralisée de la perception d'odeur qui est affectée. Ce que nos études montrent, par contre, c'est qu'on peut, surtout lorsqu'on a l'impression, lorsqu'on mange, que ça ne goûte plus rien, ce n'est pas votre conjointe ou votre conjoint qui cuisine plus bien, mais c'est probablement votre odorat qui ne fonctionne pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être ajouter certaines épices comme des piments forts, du poivre, l'amande poivrée et jouer sur ce système trigeminal pour quand même avoir un petit peu des perceptions et avoir du plaisir lorsqu'on mange. Ouais, c'est vraiment important là, de conserver le plaisir en mangeant. Est-ce que chez les personnes qui n'ont pas la maladie, mais chez les gens qui ont la maladie, l'olfaction peut s'améliorer avec le temps? Oui, ça c'est une très bonne question. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré qu'on peut entraîner l'odorat. Nous avons aussi fait des études chez des étudiants, chez des personnes qui ont perdu l'odorat, aussi chez des sommeliers et même des maîtres sommeliers. Euh, une autre équipe, c'est pas mon équipe, mais une équipe allemande a montré que aussi des personnes avec la maladie de Parkinson peuvent entraîner l'odorat et peuvent améliorer leur odorat. Malheureusement,
ça ne va pas changer les symptômes de la maladie de Parkinson, mais ça va améliorer l'odorat. Pas beaucoup, mais un petit peu. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Maintenant, si quelqu'un voulait poser une question, je pense que ça serait vraiment le bon moment. Oui, moi j'aurais une question. Je vous Est-ce écoute. que la lévodopa, par exemple, un médicament, peut faire en sorte qu'on retrouve une certaine forme d'odorat, une certaine partie de l'odorat? Euh, à moins que je sache, la lévodopa, elle agit vraiment sur les neurones dopaminergiques du tronc cérébral. Donc, elle va améliorer la problématique motrice, mais ça n'a pas d'influence sur l'odorat parce que dans l'odorat, ce n'est pas les neurones dopaminergiques qui sont affectés. Donc, la lévodopa ne devrait pas avoir d'effet sur l'odorat. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une autre question? Oui, j'arrive à sentir des odeurs, et on dirait que c'est des odeurs de défense, comme par exemple, je sens la fumée, je sens le pétrole. Est-ce que c'est parce que c'est préhistorique, puis c'est des liens qui sont non impossibles de couper? C'est encore une très bonne question. Donc, premièrement, j'ai dit que 90 à 95 des personnes affectées de la maladie de Parkinson ont un trouble de l'odorat. Ça veut dire aussi qu'il y a 5 à 10 qui n'ont pas de problème d'odorat. Donc, il va certainement avoir quelques-uns qui n'ont pas de problème d'odorat ou moins de problèmes d'odorat. Par contre, la fumée, et ça, c'est un exemple très intéressant parce que la fumée, il y a la composante olfactive, donc vraiment l'odeur, mais la fumée, c'est aussi quelque chose qui pique dans le nez. Hein. Si vous êtes dans la boucane, ça brûle aux yeux puis ça pique dans le nez. Et ça c'est nos études qui ont montré les personnes avec la maladie de Parkinson, cette partie piquante, ils ne sont pas moins sensibles, plutôt plus sensibles que même les personnes qui ont un odorat normal. Donc, ça peut être que cette partie-là, on l'aperçoit toujours. Parfait, merci. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des candidats qui participent à un trial là, Oui. pour ça. Oui. Oui, donc nous, on travaille, là pour l'instant, on a arrêté toute recherche depuis le mois de mars à cause de la pandémie, puis ça va probablement durer encore un petit peu. Mais de façon générale, nos essais, les études que nous faisons, c'est toujours avec des patients avec la maladie de Parkinson. Donc, on cherche toujours des gens qui veulent participer à des recherches. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. Je suis certain que Parkinson Québec peut fournir mes coordonnées. Sinon, il y a aussi le réseau Parkinson c'est un regroupement, je pense que c'est Réseau Parkinson, où on travaille directement avec des neurologues, avec des patients qui ont dit qu'ils aimeraient participer à des études. Donc, vous pouvez parler à vos neurologues et dire que vous aimeriez participer à des études. Et après ça, les chercheurs peuvent directement aller voir dans une banque de données et contacter les chercheurs qui sont dans leur coin puis qui peuvent ensuite avoir l'accès aux patients. Donc oui, mais probablement pas pour mon laboratoire avec la pandémie qui semble être là pour un petit bout. Ça va probablement pas être avant le printemps prochain, mais si vous êtes intéressé, oui, manifestez-vous. Et est-ce que les candidats, il y a quelqu'un dans la parenté qui ont le Parkinson? Ça dépend. Donc, ça dépend vraiment de la question de recherche. Des fois, on cherche des personnes qui ont la maladie de Parkinson, qui sont très loin déjà dans la maladie, ou des personnes qui viennent juste de recevoir le diagnostic. Des fois, on cherche des gens qui sont des sœurs et des frères, des gens qui ont le Parkinson. Ça dépend vraiment de l'étude. Mais aussi, ça, c'est quelque chose que vous pouvez nous contacter. Puis après ça, ça dépend vraiment de la recherche, mais on peut vous inclure dans nos protocoles. OK, merci. Monsieur Allô? Charan, je pense, Oui, voulait poser une question. oui. Moi, je l'ai la maladie de Parkinson. Mais si dans vos candidats que vous trouvez qu'ils ont les trois
symptômes. Et si ça serait intéressant de savoir si on a travaillé avec du trichloroéthylène. Parce que moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune avec ça. Puis j'allais. Donc, c'est une question très intéressante. Et comme j'ai déjà dit, nous, dans la grande majorité des cas de la maladie de Parkinson, on ne sait pas c'est quoi la cause. Mais donc ça, on appelle ça la maladie de Parkinson idiopathique. Donc, idiopathique, ça veut juste dire que le médecin ne sait pas c'est causé par quoi. Mais il y a des patients, et là, je ne sais évidemment pas votre cas parce que je ne vous connais pas, mais ça peut aussi être que cette perte des neurones dopaminergiques est causée par des substances toxiques. Ça, c'est à un moment donné, dans les années 60, il y avait des drogues qui étaient utilisées par des jeunes qui causaient des symptômes de la maladie de Parkinson parce qu'ils ont vraiment détruit ces neurones-là. Maintenant, je ne sais pas pour la substance chimique que vous avez mentionnée, si ça pourrait être la cause. Je ne suis pas un toxicologue, ça pourrait être, mais dans ce cas, ce n'est pas la maladie typique. Mais malheureusement, je ne peux pas vous répondre, mais c'est définitivement quelque chose que nous regardons aussi pour savoir s'il y a eu de l'exposition à certaines substances. Parce que en France, le trichloroéthylène est reconnu comme une maladie de travail. Professionnelle? Oui, OK. Mais encore, ça, c'est peut-être, encore, je ne vous connais pas, mais ça serait peut-être quelque chose qu'on devrait vraiment voir avec des toxicologues, peut-être même avec un syndicat. Et c'est malheureusement des questions politiques, même à un moment donné, qu'il faut prendre pour accepter ça. Mais je peux très bien croire que c'est le cas. Merci. Okay. Une question qui vient de Monsieur Lunette. Oui, je vous écoute. Il faut que vous débranchiez vous allumiez votre micro, monsieur. C'est moi qui parle? Oui, non, Serge, un instant. C'est beau, je vous écoute, monsieur. C'est à moi, là? Oui, c'est à vous. Bon. Moi, dans un congrès passé, j'ai déjà lu, il y a eu une représentation, puis il y avait ce petit pamphlet-là sur on gratte, puis il y a des odeurs, puis il peut détecter le pourcentage qu'on avait perdu. Est-ce que c'est l'outil qui est utilisé encore? Donc, vous faites référence à un test de l'odorat. C'est un test, c'est comme des gratteux qu'on gratte, puis après ça, on le sent. Oui. Et c'est un des tests les plus répandus qu'on utilise pour faire un test de l'odorat. Donc, nous l'utilisons maintenant dans la pandémie. Nous utilisons ce test parce qu'on peut faire des tests à distance. Normalement, nous utilisons d'autres tests avec des crayons feutres, mais le test que vous avez, auquel vous faites référence, nous l'utilisons aussi. Puis c'est un test qui est très, très répandu. Mais est-ce qu'on peut se le procurer sur… On peut se procurer les tests. Probablement, il y a la compagnie aux États-Unis qui les vend, que vous pouvez vous le procurer. Mais le test, les résultats du test, il faudrait quand même avoir un spécialiste qui peut l'interpréter. Donc, ça, c'est quelque chose plutôt avec un neurologue encore qui pourrait l'administrer. Mais la question, c'est plutôt si vous voulez entraîner votre odorat, vous pouvez faire ça avec des odeurs que vous avez chez vous aussi. Encore, probablement dans la maladie de Parkinson, vous n'allez pas revenir à la normale, loin de ça, et probablement l'odorat va s'améliorer juste un petit peu, mais on peut faire ça avec des odeurs que vous avez chez vous, avec l'eau de rose, la vanille, clou de girofle et des choses de même. Parce que dans le passé, le gaz métropolitain, pour détecter l'odeur du gaz, avait des petits pamphlets, puis il y avait soit l'odeur de la pomme, de la fraise, de la framboise. Puis à côté, il y avait un autre petit identifiant avec une flamme, tu grattais ça, puis ça avait l'odeur du bergaptan, du gaz. Ça, c'est encore un outil qui est… Mais en fait, le gaz naturel que nous avons ou pas dans nos maisons, normalement, il ne sent pas. Donc, ce que les compagnies font, gaz, ou comment il s'appelle maintenant, ils ont un autre nom, mais ils ajoutent…
Exactement. Il ajoute la mercaptane, donc une odeur de soufre au gaz, et ça va faire en sorte que lorsqu'on a une fuite de gaz, on va sentir les œufs pourris. Mais évidemment, et ça c'est quelque chose de très important pour les personnes qui perdent l'odorat, que vous êtes plus capable de sentir ça. Donc là, il faut être doublement attentionné, c'est-à-dire que lorsque il faut vraiment double s'assurer que le gaz est fermé. Il faut bien s'assurer que les détecteurs de fumée ont les piles. Si vous avez des aliments dans le frigo, vous n'êtes pas certain. Si vous le sentez, peut-être vous ne sentez pas que le jambon est plus bon. Donc, peut-être demander à quelqu'un d'autre, bien vérifier les dates d'expiration. Et si vous avez un doute, peut-être plutôt pas manger à la place de manger quelque chose où vous n'êtes pas certain parce que vous ne le sentez pas. On a Merci. encore du temps pour... Merci beaucoup. On a du temps pour 2 questions. Monsieur Adan et ensuite Monsieur Boily. Peut-être Monsieur Adan d'abord. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Voilà, moi, la majorité du temps, je suis un aidant et je me retrouve face à un problème là où je n'arrive pas à détecter la déprime de la douleur. C'est-à-dire, quand je suis face à ma mère, des fois, c'est-à-dire, elle fait des grimaces, je ne sais pas est-ce que c'est une douleur ou c'est une déprime. Est-ce qu'on peut faire la différence? Encore, moi, je ne suis pas un spécialiste. Merci beaucoup pour la question. Je ne suis pas un spécialiste ni de la déprime ni de la douleur. Nous savons que les personnes avec la maladie Parkinson ont des fois une tendance d'être hypersensibles aux douleurs. Donc, ça peut être ça. Mais pour répondre à cette question, il faudrait probablement parler encore soit à un neurologue ou un neuropsychologue qui pourrait peut-être vous aider dans tout ça. Absolument. Merci. Un point, c'est également que les personnes qui vivent avec le Parkinson ont souvent, vous voyez les muscles des personnes qui réagissent beaucoup plus lentement, donc les muscles du visage, toutes les expressions sont beaucoup plus lentes aussi. Donc peut-être ce que vous voyez au niveau de votre mère, c'est également cette lenteur, ce manque d'expression. Non, la lenteur, je me suis habitué parce que quand même, ça fait depuis 20 ans qu'elle a le Parkinson. Mais là, on ressent que des fois, elle a réellement une douleur ou c'est une déprime, c'est un début de déprime. C'est là que je n'arrive pas à faire la différence. La dépression est également très, très, très commune. Peut-être que vous devriez consulter pour ce point. Si vous permettez, je vais répondre aux questions que je vois ici dans le chat, juste très rapidement. Par exemple, il y a est-ce qu'on peut faire un test pour définir si on a perdu de l'odorat? Oui, ça, on peut le faire, mais là, il faut que vous allez voir un spécialiste, un ORL ou un neurologue. L'autre question, c'est la sécheresse des narines influence les capacités de l'odorat? Oui, et c'est aussi quelque chose, surtout chez les personnes âgées. On a une perte de l'odorat normal. Donc, moi, j'ai 46 ans, je vois moins bien. Hein, on perd un petit peu la vision et on perd, c'est la même chose avec les odeurs aussi. Donc, et la sécheresse est plus répandue chez les personnes âgées. Donc, il y a un lien. Et la question ici, il semble avoir un enjeu de l'odorat avec le coronavirus. Oui, tout à fait. On fait notre recherche aussi sur ça. Est-ce qu'il y a un lien? Nous ne savons pas. Maintenant, avec le coronavirus, il y a quelques-uns qui pensent que le virus rentrerait peut-être dans le cerveau et peut-être les personnes affectées aujourd'hui vont développer les problèmes neurologiques plus tard. Ça, on ne le sait pas encore, mais on fait un suivi très, très étroit de la question. Dernière question pour Monsieur Serge Boily. Je vous écoute. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Je tiens à remercier Parkinson Québec pour ce symposium-là. C'est vraiment intéressant. Puis je remercie aussi M. Johannes. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, là, mais... Ah, c'est proche. Ma question est présentement, je suis à l'extérieur, il fait très beau, je fais un feu. Le feu, je le sens très, très bien. Au niveau du travail, je suis très sensible aussi au propane. C'est des odeurs que je vais détecter peut-être plus qu'avant. Est-ce qu'il y a un lien aussi par rapport à la maladie de Parkinson sur les odeurs dangereuses, le feu, les produits chimiques?
normalement, j'ai dit 90 à 95% une perte de l'odorat, mais ça ne veut pas dire que tout le monde, hein, il y a quand même des exceptions, premièrement. Et normalement, ça ne fait pas de différence entre odeur dangereuse ou pas dangereuse. Donc, de façon générale, il faut vraiment faire attention à ces odeurs-là. Si ce n'est pas le cas pour vous, évidemment, si une odeur est très, très forte, on va quand même la sentir, même si notre odorat est atteint. Donc, c'est vraiment, il faut faire une distinction ici. Merci beaucoup pour la réponse. Si je peux me permettre, à la fin, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans une maison de retrait comme préposé, comme étudiant. Et à ce moment-là, j'ai travaillé beaucoup avec des personnes avec la maladie de Parkinson. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé une certaine fascination pour cette maladie-là parce que, évidemment, je ne connaissais pas grand-chose, mais là, j'ai vu vraiment différentes formes de la maladie de Parkinson. Donc, c'est quelque chose qui me touche aussi personnellement. Je n'ai pas de proche qui est affecté, mais j'ai travaillé avec des personnes avec la maladie de Parkinson. Et je trouve que c'est très important et je suis très heureux pour ça d'être avec vous, de partager nos connaissances. Donc, si vous avez des questions ultérieures, contactez-moi. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. C'est important que vous participiez à nos recherches et j'aimerais surtout vous remercier que vous étiez ici si nombreux. Je trouve que c'est très important que nous, les chercheurs, on partage notre savoir avec les gens affectés, avec aussi des donateurs. Je suis très, très reconnaissant pour le soutien que nous avons de Parkinson Québec. Et donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli parmi vous aujourd'hui. Merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de semaine et profitez bien de l'extérieur. Je pense qu'il fait froid, mais tout de même beau. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir. OK. Au revoir. Merci. Au revoir, à vous de même. Merci.